Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tabas Vidéo, content de te retrouver pour un nouveau tuto de la phase configuration Up3E. Attention, aujourd'hui c'est du lourd, on va enfin décortiquer ensemble l'ensemble des champs personnalisés Up3E. Que tu sois nouveau sur Up3E ou bien un utilisateur expérimenté, je t'invite fortement à suivre ce tuto. Tu vas enfin découvrir toutes les spécificités de chacun des champs Up3E. Mais avant cela, avant d'aller plus loin, si la notion de vue utilisateur ou de groupe utilisateur ou même de champ personnalisé ne te dit rien, je t'invite à mettre pause cette vidéo, d'aller consulter les vidéos sur le sujet avant de venir me rejoindre. Que tu sois nouveau sur Up3E ou bien que tu sois un ancien expérimenté, vous allez forcément découvrir ou redécouvrir des choses très spécifiques, donc soyez vigilants. Dans cette vidéo, on va commencer par une petite piqûre de rappel et lorsqu'on aura les esprits clairs, je vais t'expliquer comment à partir d'un champ texte court, tu vas pouvoir le typer pour aller capter des numéros de téléphone, des emails ou encore des URL. Ensuite, nous découvrirons comment tu vas pouvoir faire en sorte que ce champ soit obligatoire pour certains utilisateurs en fonction de leur rôle dans l'établissement. Puis, nous verrons comment tu peux ajouter des règles de formatage et te débrouiller pour accompagner l'utilisateur à te restituer de la donnée dans le format souhaité. Enfin, nous terminerons par décortiquer chacun des types de champs spécifiques. Nous verrons toutes leurs caractéristiques. Tu vas découvrir comment l'identifiant de l'entreprise, tu vas pouvoir changer le label en SIRET. Tu vas découvrir comment tu peux imposer à tes utilisateurs un certain type de fichier. Et également comment tu vas pouvoir jongler avec tes champs de type liste, les faire pointer sur des fonctions afin de capitaliser la donnée comme tu le souhaites. Mais si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à liker cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne. Tu pourras alors bénéficier de toutes les dernières notifications à chaque fois que je sors une vidéo de ce style, alors ne t'en prive pas. À présent, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi j'ai bien envie d'aller voir comment on configure un champ personnalisé. Allez, c'est ta base. Tout d'abord, voyons rapidement à quoi sert la notion de vue utilisateur dans Up3E. Vous savez, vous avez des groupes utilisateurs. C'est là où vous allez ranger des humains par groupe. Il y a les candidats d'un côté et les recruteurs de l'autre. De l'autre côté, vous avez un vivier de champs rattaché à une famille. C'est un peu comme les jeux de cette famille. Il y a les offres, il y a les entreprises. Et bien là, c'est les candidats. Nous avons tous les champs de type candidat rassemblés. Là, dans cette configuration à l'écran, c'est problématique parce que recruteur comme candidat voit absolument tous les champs. C'est-à-dire qu'un candidat peut consulter l'avis pédagogique que le formateur lui a donné à la suite d'un entretien. C'est problématique. On ne peut pas faire le distinguo entre qui doit voir quoi. Alors, tadadam, Up3E a créé la vue utilisateur. Avec la vue utilisateur par défaut candidat, je peux permettre à un recruteur de voir beaucoup plus de choses que la vue espace candidat qui est associée à l'espace candidat. Donc, on a créé des vues pour permettre de cloisonner qui a le droit de voir quoi. Le champ gestionnaire de compte, je l'ai associé à aucune vue, juste pour vous rappeler qu'un champ peut être invisible. Vous pouvez créer 25 champs, du moment que vous n'allez pas les associer à une vue, ils seront invisibles par personne et donc modifiables par personne. À présent, maintenant qu'on a les bases, je vous propose qu'on aille voir un peu plus en détail comment créer et utiliser les champs personnalisés. Pour cela, déjà, il faut être administrateur afin de bénéficier du logo icône et atteindre le menu de configuration. Et dans configuration avancée, vous allez retrouver dans champs personnalisés la liste exhaustive de tous les champs personnalisés de votre plateforme. Les champs personnalisés, c'est trié comme dans le jeu de cette famille. Ici, on a la famille école, offre, entreprise, profil candidat, formation, candidature. Ce sont autant de ressources Up3E. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer un champ dans candidature et espérer le retrouver pour le candidat. Premier point très important. Vous avez aussi les champs utilisateurs école. Vous pourriez permettre à vos utilisateurs école, dans l'onglet Mes informations, d'avoir des champs supplémentaires à leur proposer. Pour des intégrations futures, leur lien vers leur Outlook personnel pour prendre rendez-vous. Et enfin, les champs d'enrichissement d'interface. Dans ce tuto, on ne va pas aborder les champs d'enrichissement d'interface. Il y a déjà un tuto complet sur ce sujet qui va vous permettre de créer des poupées russes dans vos vues qui vont vous permettre d'aller capitaliser plus d'informations. Je vous laisserai aller voir ce tuto. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de créer un champ personnalisé.
je vais ajouter un champ ici et vous allez vous retrouver sur une modale que vous allez beaucoup découvrir si vous travaillez sur Web3E. C'est la modale de création de champs personnalisés. On va tâcher ensemble de découvrir comment fonctionne cette modale et quelles sont les informations qu'on vous demande. En premier lieu, on vous demande le type de champ personnalisé. On a les textes courts. C'est plutôt pour une phrase maximum. Si vous allez chercher un commentaire ou une description, il faudra donc plutôt passer sur texte multiligne. On va découvrir ça ensemble. Donc moi, pour la démo, le but du jeu, c'est de vous montrer l'ensemble des champs. Je vais commencer par un texte court. Je vais partir sur le fameux champ « Comment nous as-tu connus ?» Ok, donc ça, c'est l'intitulé du champ. Et moi, entre parenthèses, je vais rajouter texte court. Comme ça, on verra de l'autre côté qui correspond à quoi. D'accord ? La troisième chose qu'on nous demande, c'est le nom du champ personnalisé dans l'API. Il faut comprendre que un champ personnalisé dans une ressource doit être unique. Si je crée 3 champs, comment nous as-tu connus ? Il faut que Hub3E, côté serveur, l'ordinateur d'Hub3E puisse faire la différence. Lorsque le candidat va remplir comment nous as-tu connu 1, 2, comment nous as-tu connu 2 et 3, pour assigner la valeur qu'il aurait mis dans 1 et faire le distinguo entre le 2 et 3. Ça n'a aucun sens de faire 3 fois le même champ. Néanmoins, vous avez la possibilité de le faire. Donc, il faut, si vous souhaitez avoir le même label, permettre à Hub3E de distinguer le nom du champ dans l'API. Par défaut, vous avez vu, lorsque vous saisissez un nom d'intitulé de champ, Hub3E vous propose un nom cohérent associé à ce que vous avez marqué. Hub3E vous donne des informations. Le nom de l'API, lisez là, hein, mais ça ne peut pas être vide. Donc là, il vous faut de l'information. Ça doit commencer par une minuscule. Ça doit contenir que des lettres sans accent et des chiffres. Ça doit comporter entre 2 et 32 caractères. Et ça ne peut pas être en doublon avec un champ du même nom dans l'API. Pour la même école et le même type de ressources. C'est-à-dire que si je fais un « Comment nous as-tu connu » pour un contact entreprise, ça marchera. Vous avez le droit de marquer le même nom dans l'API parce qu'on n'est pas dans le même sac de billes, on n'est pas dans la même famille du jeu des 7 familles. Donc voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que le nom dans l'API, très important, lui donner un nom court. Là, « Comment nous as-tu connu » c'est plutôt long, mais parlant. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de commencer par perso. Et ensuite, majuscule à chaque fois que vous commencez un mot. Ça s'appelle le camel case. On ne va pas aborder ça dans un tuto, mais en informatique, c'est très utilisé. Ça permet de simplifier la lecture. Donc là, je fais perso, comment connu. Ça suffit. Perso, comment connu, c'est bon. On sait de quoi il s'agit et c'est un nom unique dans l'API. Maintenant que j'ai mon champ dans l'API, je scroll un petit peu. J'ai des champs qui sont apparus. Je dis bien qu'ils sont apparus parce qu'en fonction du type que vous sélectionnez là, ça va contextualiser la suite de la fenêtre et des champs. Pour un fichier, on ne vous demande pas les mêmes choses que pour un texte court. Je reviens sur texte court. Parce que je suis en texte court, vous allez être en capacité de faire plein de choses. Est-ce que vous voulez une taille minimum? C'est imposer à votre utilisateur de mettre, par exemple, plus de 2 caractères. Taille maximum, pareil, vous avez la réciproque. Ça veut dire la même chose. Okay. Pour l'instant, on va configurer. On va voir ça ensemble juste après. Là, on va squeezer tout ce qu'on nous propose. On crée un champ, brut de pomme, on sauvegarde. Et là, vous avez vu, ça a bougé. On vient de rajouter un champ personnalisé dans le vivier profil candidat. Si je vais en dernière page, il y a mon nom dans l'API, perso comment connu, qui apparaît. Et cet AG Grid, là, ce tableau, il est très important. Parce que vous vous rappelez la piqûre de rappel vue précédemment, un champ, s'il n'est pas associé à une vue, est invisible. Et on a la colonne vue associée. Et là, en état, il n'y a aucune vue associée à mon champ. Ce qui veut dire par là que ce champ, pour l'instant, est invisible. Et moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille le rendre visible ensemble dès maintenant. Très bien, donc avant de foncer tête baissée, il faut toujours se poser dans le 3E et réfléchir à ce qu'on veut faire. Moi, je veux que lorsque je suis sur un candidat, dans le cadre de ce tuto, il y ait un onglet qui s'appelle « Tuto champ personnalisé ». Et je vais y faire apparaître tous les champs qu'on va créer ensemble aujourd'hui pour qu'on puisse voir ce qui s'y passe. Très bien. Donc là, je suis sur la vue par défaut de la ressource candidat. Donc, si vous ne m'avez pas perdu, si vous allez dans École, configuration avancée, il va falloir aller faire quelque chose dans les vues utilisateurs.
mais pas dans n'importe quelle famille du jeu des 7 familles, dans la famille de la ressource candidat, dans la vue par défaut. Je veux faire quoi? Je veux ajouter un onglet. C'est un onglet de type standard, qu'on pourrait d'ailleurs appeler onglet de formulaire. Nom de l'onglet. Moi, vous le savez, j'aime bien faire Windows, virgule, et commencer mes onglets avec un Nicole. Et je vais ajouter l'onglet. Automatiquement, lorsque vous ajoutez un onglet dans une vue, il apparaît tout à la fin. Si je clique dessus, on voit que dans les champs visibles, il n'y a absolument rien. Je vais donc chercher le champ que j'ai créé avec vous tout à l'heure et je vais le passer là. Je le laisse accessible en écriture. Je pourrais dire lecture seule. Non. Là, le but, c'est qu'on puisse le manipuler. Et on va voir un peu comment ça fonctionne. Je sauvegarde une première fois. Mais ça ne m'arrange pas parce que quand je vais aller sur l'espace du jeune, il va apparaître tout à la fin. Donc, je vais réordonner l'onglet et je vais dire tuto champ, je le veux en premier. Moi, de mon côté, tuto champ, je l'ai mis en premier. Je viens de sauvegarder. J'ai fait la même chose sur la vue espace candidat. Ce qui veut dire qu'à présent, lorsque je vais sur un profil candidat, je retrouve en premier tuto champ. Comment nous as-tu connus? Et lorsque je vais sur un espace candidat, j'ai aussi tuto champ. Comment nous as-tu connus? C'est le même champ, mais dans deux vues différentes. Là, je suis dans la vue espace candidat, alors que là, je suis dans la vue par défaut. À présent, ce qu'on va voir ensemble, c'est un petit peu comment réagissent les champs en fonction des modifications qu'on peut leur apporter. Qui dit modification dit forcément modèle de champ personnalisé. Au passage, vous avez vu là, dans vue associée, à présent, on voit à quelle vue sont associés le champ. Je vais les modifier. Une fois que le champ est créé, vous n'avez plus la possibilité de changer le style. Vous ne pouvez pas le repasser en mode liste ou en fichier maintenant. Vous pouvez ajouter, et je vais le faire, un minimum et un maximum de caractères. Vous pouvez dire, ce champ que tu me donnes, je veux qu'il soit non pas du texte, mais je veux que ce soit plutôt un champ téléphone. Qu'est-ce qui se passe quand je clique champ téléphone et que je sauvegarde? Automatiquement, tous les champs dans la plateforme, dans tous les espaces, prennent le type téléphone. Il y a automatiquement des filtres et des validateurs qui permettent de dire ton numéro, si tu es en France, on attend 10 chiffres, donc là tu es bon. Alors que si on a un de plus, tu n'es pas bon. Et si on a un de moins, tu n'es pas bon non plus. On continue. Cette fois-ci, je décide que ce ne soit plus un téléphone, mais un champ email. Comme prévu, côté candidat, comme côté utilisateur. On a d'autres validateurs qui sont attendus et tant que le format n'est pas respecté, il y aura une erreur de saisie. Il faut absolument rentrer un email. On continue. Je retire le champ email et je veux un champ URL. Je sauvegarde et on va voir le résultat. Cette fois-ci, on a demandé à Web3E un nouveau style de champ, un style lien URL. Donc effectivement, il faudra avoir un format HTTPS, avoir un vrai site, une vraie URL pour valider mon URL. Là, vous avez vu, je ne peux plus saisir de lettres. Pourquoi? Rappelez-vous, en fait, lorsque j'ai fait ma modification, j'étais resté sur taille max 10. Donc voilà, veillez à ne pas faire n'importe quoi. Bien entendu, là, c'est une démo. Je n'ai pas besoin de mettre de taille min et de taille max. Très bien, on continue. On commence à aborder une nouvelle particularité, c'est les tableaux de champ. Qu'est-ce qu'un tableau de champ? On me propose de passer un tableau de champ quand je suis en champ URL. Si j'enlève champ URL et que je dis que c'était un champ téléphone, on me propose aussi tableau de champ. Si je suis en champ email, on me propose tableau de champ. Et si je mets rien et donc je suis toujours en texte, on me propose tableau de champ. Qu'est-ce que sont les tableaux de champ? Eh bien, je vous propose de cliquer dessus et qu'on aille voir tout de suite. Lorsque je rafraîchis mon écran, cette fois-ci, on n'a plus un input pour mettre de la valeur, mais directement un bouton plus. Et en fait, on laisse la possibilité à l'utilisateur de dire exactement ce qu'il veut dans la quantité qu'il veut. C'est lui qui rajoute des options. Vous laissez la possibilité à l'utilisateur de vous fournir des informations. Et c'est lui qui, en cliquant sur plus, va pouvoir vous fournir des informations. Là, je suis resté en mode texte. Et vous avez vu, ça ressemble étrangement finalement à un champ de type liste. Mais là, vous lui donnez la possibilité de le faire. Vous pouvez très bien faire ça pour des fichiers. Si vous attendez un minimum et un maximum, lorsque vous activez tableau de champ, 2 inputs de plus apparaissent et on avait la possibilité de dire je veux un maximum de 2. À partir de là, lorsque l'utilisateur voudra renseigner des choses, il peut cliquer jusqu'à 2 et le bouton plus devient grisé. Là, il est bloqué dans ses actions. Donc, vous avez la possibilité de passer en mode tableau et de, par exemple, bloquer l'utilisateur.
Là, si ce format-là, on le passe en téléphone, ça peut se transformer en tableau de numéros de téléphone des responsables légaux ou tout simplement des personnes à joindre en cas de problème. Voilà, on peut décliner ça un peu comme on veut. Si on continue sur la configuration des champs personnalisés, on a la partie required, on a la partie obligatoire ou pas obligatoire et pour qui. Vous avez 4 boutons à cocher. Voyons ce qui se passe si d'abord, dans un premier temps, je le rends obligatoire pour les candidats. Lorsque je suis connecté côté espace candidat, comme prévu, il a détecté que j'étais un candidat. À partir de là, si je fais enregistrer, je ne peux pas, impossible de sauvegarder. Je dois absolument renseigner l'information pour enregistrer. Donc vous avez vu, vous avez la possibilité d'exiger que le candidat remplisse des champs, sans quoi il ne peut pas terminer le formulaire. Ça peut être bien, comme ça peut vous desservir. Pour l'instant, on est sur la notion de champ obligatoire et on va voir ce qui se passe côté utilisateur. Rappelez-vous, lorsque je suis un utilisateur, je n'ai pas dit que le champ devait être obligatoire. Donc je peux sauvegarder, ça va fonctionner parce que je ne suis pas un candidat. Là, je suis sur la vue par défaut. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'avais mis ce champ dans la vue par défaut et dans la vue espace candidat. C'est pour ça que le candidat ici peut le voir. Si je change de vue, parce que je suis dans un groupe utilisateur qui a le droit de voir la vue espace candidat, je vais être dans la configuration où je vois exactement comme le candidat. Par contre, vous avez vu, il n'est pas pour autant obligatoire. Il n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce que Hub3E a détecté que quand bien même je vois à travers la vue candidat, je ne suis pas un candidat. Donc, je n'ai pas à remplir ça obligatoirement. Voilà la différence qu'il faut avoir à l'esprit. Un candidat, parce qu'il est candidat, sera obligatoire. Et moi, parce que je suis utilisateur, il n'est pas obligatoire. Pour le rendre obligatoire, il aurait fallu que je dise, est-ce qu'il est obligatoire pour les recruteurs-placeurs? Rappelez-vous, il y a 2 rôles dans Hub3E. Rôle recruteur, rôle administrateur. Là, je suis connecté en tant qu'administrateur. Si je sauvegarde, il devient alors obligatoire pour moi aussi. Vous avez donc la possibilité de structurer un champ personnalisé pour qu'il soit in fine obligatoire pour le candidat, pour le contact entreprise, pour le recruteur ou pour l'administrateur. Très bien, on continue. Je vais passer les 3 champs suivants qui sont réservés uniquement aux champs de type texte court. Je vous expliquerai par la suite à quoi ils servent. Pour l'instant, on va se concentrer sur les champs qui sont communs à tous les autres. À chaque fois, peu importe que ce soit un fichier, une liste, etc., vous allez entendre parler de placeholder et de texte informatif. Lorsque vous êtes sur un champ, vous savez, vous l'avez déjà vu dans d'autres formulaires, vous avez la possibilité d'aiguiller, d'accompagner l'utilisateur dans la saisie. C'est ce qu'on appelle le placeholder. Si je reviens dans la configuration et que dans placeholder, je marque préciser comment vous nous avez connus, au rafraîchissement de la page, on voit que j'accompagne l'utilisateur pour interagir avec le champ. Ça, c'est juste une valeur par défaut pour aiguiller. Dès que je commence à compléter le champ, il va disparaître. C'est un moyen d'aider les candidats, les contacts écoles pour dire attention, il faut vraiment que tu nous précises comment tu nous as connus. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'aller encore plus loin. Vous avez la possibilité de rajouter du texte informatif. Ici, si je rajoute un truc du style champ uniquement pour les BTS mineurs et que je mets à jour, lorsque je suis de retour sur le champ, je peux vraiment aller compléter et accompagner l'utilisateur. Là, on comprend qu'on a une première information à remplir et attention, ce champ est uniquement pour les BTS et en plus de ça, mineurs. Vous pouvez aller loin dans le détail. Par contre, il faut être cohérent. Si c'est uniquement pour les BTS et mineurs, ne me le mets pas obligatoire du coup. Parce que moi, je suis majeur et en CAP et je ne peux pas le faire. Voilà. Poursuis ce tuto en abordant forcément les règles de formatage. Il y a un champ qui est livré avec la plateforme que vous connaissez bien, c'est le numéro INE. Vous avez vu, ce champ en apparence, il est comme tous les autres. Sauf que lui, rapidement, il va se mettre en rouge si je ne respecte pas un format bien défini. On a donc quelque part des règles de formatage qui ont été exigées et qui permettent de faire en sorte que l'utilisateur rentre effectivement uniquement un numéro INE. Si vous allez dans champ profil candidat, dans la ressource candidat et que vous cherchez un peu ce champ INE, on est dans un champ de type court. Maintenant, vous connaissez tous ces champs. Et lorsqu'on scrolle un peu, les 3 champs que j'ai esquivés tout à l'heure sont remplis.
On va essayer de comprendre de quoi il s'agit brièvement. L'expression régulière de validation côté serveur. Ça, c'est ce qu'on appelle une regex, un pattern, un modèle qui va imposer une certaine validation et obliger le candidat à rentrer certaines choses. Ça veut juste dire, moi, côté mon ordinateur, est-ce que ça répond à ce format? Si oui, par la requête, tu peux partir, aller enregistrer ça en base de données. Et ça, c'est côté 3E, c'est est-ce que le format qui vient d'arriver, il correspond bien à ça? Si oui, tu peux rentrer, sinon, non. Voilà. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt les fonctions de formatage personnalisé. Là, c'est du JavaScript. C'est avec ça qu'on obtient le résultat du format attendu. Si je le supprime et que je clique sur « Charger un exemple de code dans le champ », Up3E vous donne la possibilité de vous dire comment ça fonctionne. C'est une fonction et là, ce qu'on te donne, c'est tu prends la valeur du champ et tu le mets en uppercase, soit en majuscule. Donc, si je supprime le commentaire et que je mets à jour, à présent, dans mon numéro INE, là, j'ai complètement pété la configuration qui vous a été livrée. Mais à chaque fois que j'écris, ça me le met directement en majuscule. Vous avez donc la possibilité, à travers les règles de formatage, de exiger un certain pattern. Si vous voulez des villes en majuscule, si vous voulez des choses en minuscules, vous avez la possibilité de le faire. Pour cela, si vous êtes développeur, vous avez la ressource pour. Si vous ne l'êtes pas, vous copiez ça, vous le collez dans une intelligence artificielle et vous lui dites, sachant que ce code me permet de passer ma valeur en majuscule, fais-moi le code qui me permettra de vous expliciter et à coup sûr, il vous retournera un truc à coller là-dedans et vous ferez vos essais. Je suis à peu près sûr que vous aurez des résultats. Donc cette fois-ci, on va continuer de découvrir ensemble comment fonctionnent les champs personnalisés. Je ne vais pas le créer cette fois-ci depuis la fenêtre de configuration des champs parce que je vais vous faire gagner des clics. Plutôt que de le créer là et d'ensuite le mettre dans la vue, je vais directement aller dans la vue candidat vue par défaut et vous avez la possibilité d'ajouter un nouveau champ. Cette fois-ci, je vais faire un texte multiligne pour vous montrer la différence avec le texte court. Pour le champ personnalisé dans l'API, je mets le même que tout à l'heure. Mais je rajoute multiligne, sinon j'aurai une erreur, comme quoi ce champ existe déjà. Rappelez-vous, un seul champ dans l'API, avec le même refname. Voilà le résultat. J'ai deux champs comme on nous a du connu, l'un texte court, l'un texte multiligne. Et regardez ce qui se passe si je m'amuse à mettre des caractères. Lorsque je suis dans le champ texte court, plus j'en rajoute, plus ça va défiler vers la droite. Alors que si je le fais ici, plus ça va descendre. Voilà la différence dans le monde du web entre un champ texte long et un champ texte court. Celui-ci est plus approprié tout simplement lorsque vous voulez permettre à l'utilisateur de vous fournir beaucoup d'informations, comme un descriptif par exemple. On continue cette fois-ci, je vais continuer avec les choix uniques. Je vais toujours l'appeler comment nous as-tu connu. On est toujours face à un nom dans l'API. Vous avez compris, moi je commence par perso. La particularité des choix uniques, c'est que vous allez pouvoir proposer des sélecteurs d'options. Les options, soit vous les créez à la mano, soit vous allez pointer vers une liste de fonctions Up3E qui va être en charge de vous retourner la liste exhaustive de vos options. Bien souvent, c'est les fonctions Up3E qu'on va utiliser lorsqu'on veut pointer vers des listes conséquentes, ce qu'on appelle des listes dynamiques. Pour rappel, une fonction, vous en avez deux types. Il y a les fonctions personnalisées que vous pouvez créer. Donc là, ça veut dire qu'il faut avoir la compétence développeur et faire du code pour que ça retourne une liste. Mais Up3E a aussi des fonctions par défaut. Par exemple, si vous prenez le temps de regarder tout ce qui apparaît dans les fonctions par défaut, tout ce qui commence par source sont généralement des fonctions que vous pouvez choisir pour vous retourner directement des items. Si vous vouliez faire, par exemple, un champ de type liste qui ramenait la liste des IDCC, eh bien vous pourriez cliquer sur source de données des IDCC. Il y a la source de données des campagnes. Si vous vouliez faire un champ personnalisé pour qu'un utilisateur puisse sélectionner une campagne, elle existe déjà cette fonction. Source de données des campagnes, source de données des sites, source de données des utilisateurs de l'école. Bref, tout autant de sources de données qui sont livrées par défaut et que vous pouvez donc retrouver dans l'onglet lorsque vous scrollez dans la liste des fonctions proposées. Il y a les fonctions personnalisées qui apparaissent qui sont les vôtres, mais si vous allez tout en bas, vous allez retomber sur la catégorie fonctions par défaut et vous allez retrouver toute la liste des sources de données que j'ai évoquées juste avant.
Donc allez-y franchement, c'est clairement un moyen d'accéder à des informations sans avoir à coder qui sont déjà fournies par Up3E. Là, on va le faire à la main. Vous cliquez donc autant de fois que vous avez besoin d'insérer des options et vous pouvez donc tout simplement les saisir. Par la suite, vous pouvez également, si vous souhaitez, cliquer sur réordonner et changer l'ordre d'apparition des informations. Ce que je fais, c'est que dans la foulée, je crée le même champ mais en multiple et on va voir ce que ça donne. Donc là, côté vue, on voit le résultat. Comment nous as-tu connu en choix unique? Au clic, je vais pouvoir sélectionner une option. Et choix multiple, je vais pouvoir en sélectionner davantage. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller un petit peu plus loin dans la configuration des modes liste. Retournez cette fois-ci, non pas dans la vue, mais dans le tableau des champs personnalisés, parce que c'est le seul endroit où vous allez pouvoir cliquer sur un crayon vert pour modifier la configuration du lien. Si vous scrollez un peu, là je suis sur mon comment nous as-tu connu choix multiple. J'ai bien évidemment la possibilité de donner un nombre d'éléments minimum ou maximum à remplir par l'utilisateur, mais aussi, regardez, d'afficher en tant que liste ou de masquer la barre de recherche. Ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer et on va voir le résultat. Là, je suis de retour sur l'écran. Je n'ai pas encore rafraîchi mon écran, mais regardez. J'ai le besoin pour consulter les informations de cliquer. Et j'ai une barre de recherche qui est là. Qu'est-ce qui se passe si je rafraîchis mon écran? Voilà le résultat. Je suis venu épurer le champ. J'ai retiré le champ recherche. Inutile d'aller rechercher des informations quand on a moins de 10 champs. Et j'ai fait en sorte qu'on gagne un clic et que l'information soit directement bien présentée pour l'utilisateur. Voilà donc les particularités des champs Select. Vous avez la possibilité de dire s'ils sont uniques ou multiples, puis de personnaliser l'affichage et de rendre ça un peu plus user-friendly. Là, je viens de faire la même chose pour un champ date et un champ de type nombre. Pour le champ date, rien de particulier à dire, si ce n'est que vous avez la possibilité, lorsque vous cliquez sur le bouton bleu, d'avoir directement accès à un calendrier. Certains clients ne le découvrent que trop tardivement, mais vous avez vraiment la possibilité d'aller plus vite en sélectionnant la date. Enfin, le type nombre, eh ben, c'est un type nombre, hein, rien d'extraordinaire. Vous avez la possibilité de mettre un mini, un maxi et de demander des informations de type nombre. On enchaîne avec le champ personnalisé de type identifiant dans l'entreprise. Sur celui-ci, on ne va pas passer énormément de temps, mais en gros, vous avez la possibilité de permettre à une entreprise de donner son identifiant. Alors, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? On va voir ça tout de suite. Avec le champ identifiant de l'entreprise, vous obtenez automatiquement deux inputs. Le premier, c'est un tableau de pays qui va permettre à Up3E, en fonction de ce que vous allez sélectionner, de savoir si l'identifiant correspond à 12 chiffres, à 14 chiffres, à 15 chiffres, bref, appliquer un validateur normé différent en fonction du pays dans lequel l'entreprise réside. Pour information, lorsque vous êtes sur une landing page, beaucoup de personnes se plaignent du fait qu'il n'y ait pas écrit SIRET, mais identifiant de l'entreprise. Et ça peut être problématique pour certaines entreprises. Il y a un automatisme qui a été fait et qui permet de basculer automatiquement le Lingway en fonction du pays. C'est-à-dire que si, dans mon cas, je tape France, identifiant de l'entreprise devient SIRET. Pour cela, c'est relativement simple. Si vous retournez dans votre outil et que vous allez dans École, configuration avancée et autres configurations, lorsque vous êtes dans validation des identifiants externes d'entreprise, vous avez la possibilité de préciser que pour le pays France, lorsque c'est saisi France, le libellé du champ de l'identifiant de l'entreprise doit être SIRET. Ici, si je marque Toto, à la place de SIRET, il y aurait eu écrit Toto. Donc c'est ici que vous allez pouvoir permettre à vos utilisateurs de contact entreprise de avoir le bon libellé en fonction du pays qu'ils auront choisi. On continue cette fois-ci le tuto avec le dernier type de champ, le type fichier que vous connaissez. Un type fichier, donc je ne réexplique pas, vous pouvez lui donner un nom. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il y a un petit peu plus bas. En dessous des fameux champs est obligatoire pour qui? Vous avez des nouvelles informations. Vous avez le type de fichier autorisé. Est-ce que vous voulez forcer l'utilisateur à vous fournir obligatoirement un fichier avec ces extensions-là suivantes? Par exemple, mes CV,
J'en ai marre de les avoir sur Word, je ne peux pas les exporter comme il faut sur Ipareo, je les veux en format PDF. Vous avez la possibilité, et je vous incite vraiment à le faire, à forcer les apprenants à vous fournir ce dont vous avez réellement besoin dans votre processus de recrutement-placement. Et si jamais vous êtes vraiment pointu et que ces extensions qu'on appelle MIME ne vous vont pas, vous avez la possibilité de dire non, écoute, là, dans tes types de fichiers autorisés, il n'y a pas ce que je veux. Enlève-moi ce champ et maintenant impose que les utilisateurs me fournissent des documents qui finissent par .jft. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est possible. Vous pouvez imposer qu'on vous fournisse que des fichiers de type JFT. Dans mon cas, moi, je vais rester sur un bon vieux PDF. Puis, avant de sauvegarder, je vais quand même exiger que ce soit un tableau de champ parce que je veux qu'il puisse me fournir minimum un bulletin de notes, maximum 3 bulletins de notes. Très bien, donc là, on voit le résultat sur le champ fichier bulletin de notes. Je peux cliquer 2 fois et ça grise parce que j'ai droit à un maximum de 3 bulletins. Et lorsque je veux saisir un document, déjà on me précise le type de fichier autorisé PDF uniquement. Et ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que ici, d'habitude, j'ai des images qui apparaissent, rien n'apparaît parce que l'explorateur de fichiers ne cherche uniquement que des PDF. Donc, j'ai bien uniquement la possibilité de ne saisir que des PDF. C'est donc comme ça que vous allez pouvoir restreindre et imposer un format à vos contacts et permettre ainsi de capitaliser uniquement les documents importants et de la bonne manière dans votre processus de recrutement-placement. Et voilà, c'était tout ce qu'il y avait à comprendre sur la configuration des champs personnalisés. À présent, tu sais comment tu peux, à l'aide des champs personnalisés, réussir à capitaliser exactement la bonne donnée au bon utilisateur. Je t'invite fortement à utiliser les textes informatifs et les placeholders. Tu l'as vu, tu vas pouvoir accompagner tes utilisateurs dans la saisie de leurs données. Par la suite, je trouve qu'il est toujours bien d'utiliser la restriction des types de fichiers afin de t'assurer de capter uniquement des PDF ou des images faciles à exporter vers d'autres plateformes comme Ipareo. À présent, je t'invite à monter en compétence avec le tuto sur les enrichissements d'interface. Également, je t'invite à suivre le tuto sur la configuration des champs personnalisés axé sur comment les supprimer et comment les retirer d'une vue. Tu vas pouvoir découvrir toutes les conséquences et l'impact que ça a sur l'ensemble des données que tu auras déjà capitalisées. Il est déjà temps pour moi de te remercier d'avoir suivi ce long tuto sur la configuration des champs personnalisés. Si tu as des questions, utilise largement les commentaires. Ils servent à ça et je me ferai un plaisir de te répondre. En attendant, moi je te dis à tout de suite dans la prochaine vidéo.